Sur le sujet tout particulier d'aujourd'hui, protéines animales, protéines végétales, viande, moins de viande, autrement mieux de viande, aujourd'hui ce qu'on a vraiment besoin c'est de définir une qualité alimentaire. Et cette qualité, elle prend en compte les dimensions humaines, elle prend en compte les dimensions territoriales des populations qui produisent, qui nourrissent, qui mangent. Et donc, effectivement, ces changements, il va falloir les envisager là-dedans. J'étais intéressé par le fait de voir comment on arrivait à construire un espace de discussion sans radicalité. Je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'on mène un projet, donc ce qui a été dit, sans slogan, sans cliché, sans radicalité, sans confrontation et opposition stérile. Sur le pays d'Haute-Provence, alors je ne sais pas si le genre, enfin je vais situer géographiquement, c'est Manosque, Digne, à 1h30 de route, 1h15 de route de Marseille. On mène depuis 5 ans un projet de territoire. Un projet de territoire qui vise à retrouver le lien entre alimentation, agriculture et territoire. Ça a été dit par nos intervenants. Ce projet passe par le fait qu'on rapproche des acteurs d'un territoire qui ne se connaissaient pas mal ou même se faisaient peu confiance, à savoir des agriculteurs, des chefs de cuisine et des gestionnaires, où ensemble on essaie de co-construire des filières d'approvisionnement sur ce territoire-là. Je vais vous donner quelques exemples, en plus qui vont avoir trait par rapport à l'objet de cette réunion. Premier exemple, on a réintroduit du petit épeautre. Si vous voulez, ça a été tout simplement, on s'est retrouvé face à une situation de chef de cuisine, certains le connaissaient, savaient le cuisiner, d'autres le connaissaient, ne savaient pas le cuisiner, d'autres ne le connaissaient pas. Ça passait tout simplement par un moment de formation in situ sur l'exploitation agricole, du champ à l'assiette, avec l'agricultrice qui a expliqué ce que c'était que la culture du petit épeautre. On parlait de nutrition, une nutritionniste qui était là, qui a expliqué au chef de cuisine l'intérêt nutritionnel du petit épeautre par rapport aux autres céréales. On a eu un moment de temps aussi, parce que c'était important pour les chefs de cuisine, c'est leur coût matière dans l'assiette. Et ça a permis aux chefs de cuisine de s'apercevoir qu'en fin de compte, du petit épeautre, en l'occurrence, là, c'était du petit épeautre bio, dans l'assiette des collégiens, des lycéens ou des écoles primaires, ben, ça revenait moins cher que de l'éblis. Ça revenait moins cher que de l'éblis. Et ensuite, on a mis en place un groupe de travail entre chefs de cuisine, entre ceux qui savaient et ceux qui ne savaient pas. Et on est dans une démarche de progrès de ce qu'on appelle des marchés tests. C'est-à-dire qu'aussi bien pour le producteur que pour le chef de cuisine, c'est des périodes où on se donne le droit de se tromper. Alors en cuisine, les premiers résultats, ça a été ce cocasse. Entre le chef de cuisine qui avait loupé ses problèmes de rendement, qui avait mis trop de petits épeautres, de grains de petits épeautres. Ça n'a pas marché au début. Ouais. Ah non, qui s'est retrouvé... Bon. Quoi qu'il en soit, actuellement sur le territoire, sur l'ensemble des partenaires de ce territoire avec lesquels on travaille, à savoir 8 lycées, 9 collèges, une trentaine d'écoles primaires, et on est en train de s'ouvrir à d'autres acteurs de la restauration collective. Actuellement, on trouve du petit épeautre en entrée, sous forme de taboulé, ou avec un accompagnement de légumes, en accompagnement de viande. Deuxième exemple, la viande. La viande... C'est une grosse réflexion sur notre territoire parce qu'on est un pays d'élevage, mais élevage de montagne, donc en système d'élevage extensif, et la plupart de nos exploitations sont en système alimentaire autonome, bio ou non bio. Bio ou non bio, je ne vais pas sur les pratiques d'élevage ou les pratiques de culture. Les pratiques d'élevage ou les pratiques de culture. Ça fait 3 ans qu'on travaille sur cette thématique. Actuellement, c'est en phase d'expérimentation. On a un lycée qui a commencé, qui achète une bête entière. Une bête entière découpée. Sauf que ce lycée-là connaît le couple d'éleveurs, connaît parfaitement le système alimentaire sur lequel il travaille. La proximité est là. De cette expérience, on est en train de la développer sur les collèges, 9 collèges. Récemment, ça fait 3700 repas. Récemment, c'est 3 bêtes qui ont été achetées à 3 éleveurs distincts. Donc derrière, avec toute la problématique... de dire maintenant je suis chef de cuisine, comment je gère une bête entière, et avec l'idée de se dire autant avoir une viande de qualité dans nos assiettes avec des grammages moindres, peut-être moins souvent. La question à travers ça, c'est sur un territoire donné, comment on peut mettre un mouvement, un territoire sous ce format de discussion. Parce que sur nos projets de territoire, quand on se lance sur ce type de projet, remettre le lien entre alimentation, agriculture et territoire, mais on est confronté à quoi? À toutes les radicalités qui existent. Bio, non bio. Viande, pas viande, etc. etc. Dernier point sur le territoire, on essaie de mettre en place une instance de concertation sur le territoire.
Une instance de concertation qui va être autonome des initiateurs du projet, qui va être gérée par un pôle d'initiative locale d'économie sociale et solidaire, pour essayer de mettre autour d'une table l'ensemble des acteurs économiques intéressés par cette thématique et essayer de les faire débattre, mais de façon constructive. Éric Lepêcheur du CCC, président, membre du CNA, et on travaille évidemment sur le groupe bio aussi au CNA actuellement. Je voulais juste replacer le contexte, parce que la restauration collective vit dans un contexte quand même. On n'est pas égaré dans un monde parallèle. Et donc nous aussi, on a des obligations, on voit bien des contraintes. Hein. Il y a des horaires, on a vu l'aspect social, l'aspect économique qui est prégnant et donc sur laquelle on doit nécessairement répondre, soit parce que nos politiques nous les demandent, soit parce que notre propre conscience nous le demande. Hein. Là encore, on n'est pas des gens exclus de toute pensée et de toute envie humaine à ce propos. Et donc, dans ce contexte, effectivement, je rebondis sur le sens que la restauration aujourd'hui a envie d'aller vers des filières. Et on en a parlé, des filières, ça va évidemment de la maternelle jusqu'à tous les segments de la restauration et à l'hôpital. Mais au sein même de tous ces segments, on a tous les acteurs qui ont leur rôle à jouer. Et Christophe l'a dit tout à l'heure, tout leur rôle à jouer. Et ça va déjà dès le producteur. Et nous, aujourd'hui, dans la restauration, évidemment, on fait à manger, mais on ne fait pas que ça. Et je dirais presque, finalement, la restauration, c'est plutôt, et le repas, c'est plutôt vecteur et porteur d'autres projets. Même si on est contre l'idée d'avoir de la pédagogie à travers l'école, je pense que là encore, les parents se sont un peu égarés, mais on voit bien, tout le monde s'est égaré aujourd'hui dans le monde où nous vivons. On essaye d'y redonner du sens, nous, à notre petit niveau, avec le petit nombre de repas que nous faisons, mais en même temps, c'est notre projet et notre ambition collective et partagée, je pense, aujourd'hui dans la salle. Et donc, au jour d'aujourd'hui, effectivement, il faut un équilibre alimentaire, mais nous préconisons évidemment de la biodiversité, donc pas de tabou, pas d'exagération, il faut manger de tout le temps. Et c'est cet équilibre-là qui nous convient. Là-dedans, il y a l'aspect social qui est important, et il y a quand même beaucoup de gens qui ne mangent pas toujours. On voit bien dans les écoles, il y a quand même des gens qui ne payent pas leur repas, donc on a aussi cette obligation-là. Le mot plaisir, évidemment, et surtout, vous rappelez que, c'était monsieur qui posait les questions, on a fait des réunions dans 3 régions différentes avec la Fondation Nicolas Hulot et le CCC pour mettre en lien les réseaux, les acteurs, quels qu'ils soient. Et c'est vrai que c'était difficile de mettre, vous imaginez bien, Fondation Nicolas Hulot avec l'interprofession de viande, je peux penser que c'est délicat. Mais en même temps, on a réussi ce tour de force et chacun s'est écouté, s'est compris. Peut-être n'a pas accepté la totalité des échanges, mais en tout cas, ils ont pu évoluer et acquérir... Voilà, donc ça, c'est une expérience. Autre expérience, et je vais en finir là, sur le plateau de Saclay, on est les premiers acheteurs de circuits de proximité. Ça veut dire que grâce à nous, grâce à l'Université d'Orsay, les écoles environnantes peuvent avoir du pain bio partout, dans toutes les écoles. Tout simplement parce que le céréalier qui est devenu meunier et maintenant fait du pain, effectivement, paye ses employés 365 jours dans l'année. Mais effectivement, les écoles sont fermées régulièrement. Et donc, nous, on compense ces fermetures par un achat supérieur pour permettre aux écoles environnantes de bénéficier de ces produits. Je pense que là, on a un facteur assez important et assez intéressant de multiplication des forces pour arriver à ce que l'on veut.